pris connaissance des perspectives pour le marché. Et justement, c'est la deuxième partie, la deuxième phase, la naissance, où on voit une tendance sur le marché commence à apparaître, et donc on attire de plus en plus d'investisseurs, on attire de plus en plus de flux, tout simplement, et c'est là où justement les investisseurs avisés commencent à prendre leurs bénéfices. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sortent complètement du marché, mais ils commencent à prendre leurs bénéfices. La phase euphorie. Ça, c'est la phase donc, où tout le monde est d'accord que le marché ne peut que monter. Où moi, vous et ma grand-mère va maintenant se mettre sur le marché. Où à la télévision, le soir, on va entendre donc des discours comme quoi c'est un futur très prometteur, pourquoi c'est un marché qui est complètement différent qu'il y a 5 ans. Et c'est là où justement on est le plus exposé au risque de l'éclatement. Donc la quatrième période, l'éclatement de la bulle, il y a toujours un catalyseur, que ce soit donc une remontée des taux, que ce soit un scandale ou autre, qui fait donc chuter le marché. Et en fait, cette chute du marché, tout simplement, on se retrouve dans une situation où au début, les investisseurs se disent j'attendais justement la correction de 10% pour acheter, et en fait, on fait moins 20, et ensuite on fait moins 40, et on finit à la fin de cette période à moins 60-70% depuis le pic du marché. Ça, c'est une bulle. Donc, caractéristique d'une bulle, voici, graphiquement parlant, ce que cela représente. C'est donc plus ou moins un cycle normal du marché. Tout le monde sait qu'il y a des cycles de marché, donc les marchés qui montent et puis qui vont se retourner. Sauf jusqu'ici, quand on parle d'une bulle, c'est un cycle extrême où, justement, durant la phase de l'euphorie, justement, il y a une croissance extrême et puis on corrige justement cet excès sur le marché avec une chute brutale pour retrouver justement la tendance de long terme et donc la valorisation correcte, on va dire, du marché à partir donc des estimations des cash flow ou autres, les méthodes de valorisation des marchés. Donc ça, c'est graphiquement parlant ce qu'on appelle une bulle. La question aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes justement dans cette situation? On peut essayer donc d'identifier les différentes étapes des marchés aujourd'hui. Donc le S&P 500 aujourd'hui, on a tendance à vouloir dire qu'on est dans la période d'euphorie. Le problème avec ça, c'est que je ne vois pas forcément où est l'optimisme, l'euphorie de la part des investisseurs. Je pense qu'en fait, la plupart des gens ils disent voilà, on est dans une bulle, et donc ça va finir mal. Mais si tout le monde dit cela, c'est qui achète? Bon. Force est de constater qu'en fait, aujourd'hui, les investisseurs particuliers reviennent sur les marchés, justement, depuis 2012-2013. Donc, a priori, ce sont les particuliers qui commencent à acheter, donc les particuliers, je ne parle pas des spéculateurs, mais des investisseurs qui commencent à entrer sur le marché, alors que le risque systémique sur le marché a considérablement baissé. Et on se retrouve donc avec des flux importants, une caractéristique numéro 1, des flux importants qui reviennent donc sur le marché et qui touchent, d'après une étude, les sommets de 2000. Bon, ça ne veut pas dire que nous sommes dans une situation comme en 2000 où on était dans une bulle, mais ça veut dire qu'il y a quand même des flux importants qui reviennent sur le marché. Donc ça c'est clair, première caractéristique. Deuxième caractéristique, donc des perspectives optimistes des futurs incertains. Si aujourd'hui nous sommes dans une bulle, nous sommes tout simplement dans une bulle alimentée par quoi? Par des banques centrales, par des liquidités, par un accès facile au crédit. Donc on commence par une sortie de la crise financière en 2008-2009. Ensuite, on a donc des injections de liquidités de la Fed, donc appréciation des marchés haussiers, retour de la croissance grâce à la politique monétaire de la Fed, je parle bien aux États-Unis, accélération de la croissance en 2013, et ensuite la Fed commence à sortir de son QE, donc il y a moins de liquidités tout simplement qui vont être donc émises sur le marché. Et ensuite, on parle de quoi? On parle d'un resserrement de la politique monétaire, donc une hausse des taux. Alors que c'était justement cette politique de taux bas qui alimente justement la montée des marchés. Et ensuite, on se pose la question, quelles sont les perspectives pour les marchés à ce moment-là? Est-ce que nous sommes dans une situation justement où le futur est clairement haussier pour les marchés boursiers, ou est-ce que l'on va commencer à se gratter la tête et se poser la question, si la Fed n'est plus là pour maintenir les marchés, pour soutenir ces marchés, il reste quoi? Bon, à vous de décider.
Caractéristique 3, le levier. Le levier, en fait, sur le New York Stock Exchange, cela suit justement les mouvements de S&P 500. Quand on dit que le S&P 500 touche des plus hauts historiques, on voit que le levier sur le New York Stock Exchange, donc la dette de marge, touche des plus hauts historiques aussi. C'est pas une bonne raison pour laquelle, c'est pas une bonne raison justement pour anticiper une chute des marchés, mais ça veut dire que le moment où le marché va baisser, si c'est réellement une bulle, ça peut se faire très vite, parce que justement, quand vous avez des appels de marge, eh bien, les mouvements peuvent se produire de façon très vite. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, et ce qu'on a vu en 2000 et 2007, c'est justement une divergence entre la croissance de l'indice S&P 500 et la croissance de la dette de marge, du levier. En fait, c'est justement pour moi une raison pour laquelle peut-être nous ne sommes pas forcément dans une situation de bulle comme en 2000 et 2007, mais effectivement, il y a quand même deux leviers et donc du risque baissier sur le marché. Caractéristique 4, rôle de l'État, ce n'est pas forcément l'État américain, mais plutôt la Banque centrale américaine qui, donc, clairement, a permis au marché boursier en 2009 de se retourner à la hausse. Et maintenant, on se retrouve dans cette situation où le bilan de la Fed augmente et on va donc en fait complètement sortir du QE. Et par la suite, on va se poser la question, quelles sont les perspectives pour le S&P 500 à ce moment-là? Et caractéristique 5, croissance extrême des prix. Voici donc le S&P 500 en termes réels, qui n'a jamais, pas encore en tout cas, fait de nouveaux plus hauts historiques en termes réels, donc ajusté de l'inflation. Je vous propose rapidement donc, des graphiques depuis donc, les années 20, chaque fois qu'on a eu soit une bulle ou soit un crack boursier, donc de regarder l'évolution du marché, juste avant l'éclatement de la bulle. Donc en 1929, sur 5 ans, on a fait plus 370% à peu près. Ensuite, en 92, plus 61,5% en 2 ans, avant donc un crack boursier. Ensuite, en 87, plus 237% sur 5 ans, après le crack de 87, où le Dow Jones a fait moins 20%. Ensuite, en 99, donc bulle de l'Internet, nous avons fait plus 220% sur 5 ans, excuse-moi. Ensuite, 2007, plus 75% donc sur quasiment 5 ans. C'était quand même une bulle, mais une croissance moins extrême quand même. Et aujourd'hui, sur 5 ans, donc au présent, on a fait plus 137% sur le Dow Jones. Donc, c'est quand même une croissance extrême, on peut dire, historiquement parlant, c'est quand même, on a doublé la valeur, même plus, du Dow Jones en 5 ans. La question, c'est ici, est-ce que ça va continuer? Et si ça continue, je pense qu'on risquera effectivement d'être dans une vraie bulle. Et si cela ne continue pas, au moins on pourrait avoir une correction de la part des marchés de l'ordre de 10%, peut-être 20%. Donc la difficulté ici, justement, c'est de déterminer est-ce que nous sommes à la fin de cette montée des marchés, est-ce que c'est réellement une bulle, est-ce que par exemple le jour ou la période où on fait moins 10%, est-ce que c'est pour acheter ou est-ce que c'est parce qu'on a fait un point haut absolu? Et en l'occurrence, c'est impossible d'y répondre ce matin, enfin cet après-midi plutôt aujourd'hui, mais je pense que c'est probablement pour bientôt justement la période d'incertitude sur les marchés où on va réellement se poser les questions avec les banques centrales. Alors, merci Adriane pour cette partie. On va enchaîner avec Olivier Delamarche. Je tenais juste à vous dire que Adriane a déjà fait un premier webinaire sur la définition d'une bulle, un deuxième webinaire sur les cas pratiques des bulles et qu'il prépare, donc il avait déjà préparé pour cette conférence et il vous fera, non pas la semaine prochaine mais peut-être la suivante, un webinaire spécial sur ce qu'il vient de dire mais en le développant encore un petit peu plus. Donc sur DailyFX, vous pourrez retrouver et sur notre chaîne YouTube gratuitement ces 3 vidéos sur la théorie des bulles financières. J'invite Olivier Delamarche à prendre la parole. Olivier, tu as 12 minutes. Bonjour. Alors écoutez, je vais vous parler pas du tout de trading et encore moins de marché, en tout cas au début. Je vais simplement vous expliquer en quoi le QE est une arme de destruction massive, puisque en ce moment on attend que M. Draghi
en fasse un, je lui conseille de ne pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que on a des conséquences à ce que tout le monde pense qu'aujourd'hui on peut faire tout et n'importe quoi sans qu'il n'y ait jamais aucune conséquence. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur les prix, il y a des conséquences sur la monnaie, et il y a des conséquences évidemment sur un espèce de couple infernal qui n'est déjà pas drôle quand il est pris individuellement, qui est le couple inflation-déflation. Alors, beaucoup d'économistes nous sortent des études en nous disant non, non, on va vers une déflation, non, non, on va vers une inflation. Ils ne sont pas d'accord. Et ils ont raison de ne pas être d'accord, puisqu'on va vers les deux. Et on a les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que le QE a deux conséquences immédiates. C'est d'abord que ça fait monter le prix des actifs, hein, et le prix des actifs qui sont des prix des actifs financiarisés. Or, il se trouve que les actifs financiarisés, c'est pas de bol, c'est les coûts de la vie. C'est-à-dire, c'est l'énergie, c'est le logement, et c'est la nourriture. Et donc là, vous avez de l'inflation. Vous avez de l'inflation, pourquoi? Pour deux raisons. D'abord que les QE donnent des liquidités à des banques qui vont jouer sur ces marchés-là. Et puis, la deuxième raison, c'est que en faisant baisser la valeur de la monnaie, comme au Japon, hein, le Japon est un cas extrême, mais on le voit bien, en faisant baisser la valeur de la monnaie, toutes les importations, parce que vous n'avez pas beaucoup de pays qui aujourd'hui sont indépendants totalement au niveau de leurs approvisionnements, et donc ils vont à l'extérieur acheter, et avec une monnaie plus faible, évidemment ça renforce les prix. Les prix de la nourriture au Japon ont augmenté de plus de 50%. Les prix de l'énergie, du pétrole, ont augmenté de plus de 70% en yens. Donc vous avez une inflation, mais vous avez une inflation qui est concentrée sur ces actifs financiarisés. Et puis de l'autre côté, vous avez une déflation. Pourquoi vous avez une déflation? D'abord parce que vous avez une politique des entreprises qui est en place depuis quelques années déjà, et qui consiste à agir sur leurs coûts. Et leurs principaux coûts, c'est quoi? C'est vous. C'est-à-dire, c'est leurs salariés. Donc, ils les virent. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs un taux de chômage qui est juste hallucinant dans tous les pays. Alors pourquoi le QE agit? Tout simplement parce qu'il fait augmenter le prix des inputs. Vous avez aussi beaucoup d'exportateurs, par exemple, on l'a vu récemment au Japon. Vous avez Sony qui a fait une tripotée de profit warning. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont assembleurs maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont chercher les produits semi-finis à l'étranger et qui payent en yens. Et plus le yen baisse, plus vous avez des prix qui montent. Et donc, comme les inputs montent, il faut bien trouver des réductions de coûts. Et les réductions de coûts, c'est imparablement les investissements. Et la deuxième chose, c'est les hommes. Donc vous les virez. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des salaires qui baissent, avec des revenus qui baissent, avec de plus en plus de chômeurs. Vous regardez les revenus au Japon, depuis 22 mois, ils sont en baisse. Vous regardez les revenus aux États-Unis, où je vous rappelle, il y a eu quelques quantitative easing, les revenus depuis 2007 sont en baisse de plus de 7%. Alors, ces revenus en baisse, vous allez les retrouver. Vous allez les retrouver où? Sur le nerf de la guerre des sociétés, qui est quoi? Qui est le chiffre d'affaires. Vous pouvez manipuler pendant un bon moment, des résultats. C'est pas très compliqué. Les sociétés américaines y sont très bien arrivées. Elles ont viré beaucoup de gens depuis le début de cette crise, et elles ont réussi à maintenir leurs marges au plus haut niveau. On n'a jamais eu des marges aux États-Unis sur ces niveaux-là. On a battu les records de 1966, on est très au-dessus. Pourquoi?
Tout simplement parce qu'ils ont viré comme jamais. Ils ont coupé leurs investissements comme jamais. Donc, ils ont réussi à garder leur marge. Sauf que quand vous virez quelqu'un, malheureusement, il n'a plus le même salaire qu'avant. Et donc, à un moment, le nerf de la guerre étant le chiffre d'affaires pour les entreprises, ça va leur retomber sur le nez. On commence à le voir. Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière saison de résultats aux États-Unis. Vous aviez énormément de sociétés qui rataient leurs prévisions de chiffre d'affaires. Alors évidemment, elles continuaient à avoir des résultats soi-disant meilleurs que prévus par quelques artifices du genre on rachète les titres et on les annule, etc. Je vous rappelle qu'en 2013, les entreprises américaines ont racheté pour 600 milliards de dollars de titres. Donc évidemment, quand vous les annulez, ça vous fait monter votre bénéfice par action. Alors, vous avez ces bénéfices qui sont parfaitement pilotés d'ailleurs par les analystes, par les entreprises, et donc les analystes financiers sont surpris systématiquement parce que vous avez un cents de mieux que prévu. Ça n'empêche que les résultats sont moins bons, avec une croissance qui est très faible, et surtout des chiffres d'affaires qui sont très souvent, qui ratent leurs objectifs, et qui non seulement ratent leurs objectifs, mais quelquefois se retrouvent en baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, comme il va être difficile de virer plus de monde que ce qu'ils ont déjà viré, vous allez avoir une impossibilité d'ajuster la productivité, et donc vous allez vous retrouver en récession. Alors c'est un mot qui ne se prononce pas, c'est très politiquement incorrect, mais ça n'empêche que vous pouvez quand même vous attendre à une récession probablement aux États-Unis entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine.